c'est Le Code séducteur, un thriller FBI Rémi Laurent, livre 6, écrit par Ava Strong, lu par Audrey. Prologue. Université de Boston, département d'histoire, 7h00. Ryan Andrews laissa échapper un bâillement en montant les grandes marches en marbre du bâtiment qui abritait le département d'études de l'époque victorienne. L'étudiant avait encore du mal à croire à sa nouvelle affectation au poste d'assistant du grand professeur Angus MacPherson. Le professeur MacPherson était l'une des plus grandes autorités au monde en matière d'hagiographie, de légendes populaires chrétiennes et d'apocryphes. Il dirigeait son propre département à l'université d'Édimbourg jusqu'à ce que celle de Boston parvienne à le débaucher en lui offrant un salaire impressionnant et des fonds de recherche pratiquement illimités. Andrew sourit. Il pourrait profiter d'une partie de cet argent à partir d'aujourd'hui. Le professeur MacPherson voulait discuter d'un nouveau projet. Il n'avait pas révélé grand-chose, juste qu'il devait se présenter ici à 7h du matin. Une heure très matinale pour un étudiant, mais bien avancée dans la journée de travail du vieux professeur. Cet homme semblait ne vivre que de thé et d'enthousiasme. Andrew aussi aurait bien besoin d'un peu de thé. Ou de café. Une cafetière entière. Il était sorti avec des amis hier soir pour faire la tournée des bars étudiants. Il avait même obtenu le numéro d'une jolie fille en licence, qui prétendait que les étudiants en histoire ne savaient pas s'amuser. En rentrant chez lui vers 2h du matin, il était passé devant le bâtiment du département et avait remarqué que la lumière du bureau du professeur était encore allumée. Ce n'était pas inhabituel. Ce dernier faisait souvent des nuits blanches. Andrew savait que s'il obtenait l'une des bourses de recherche du professeur MacPherson, la tournée des bars prendrait fin. Mais bon, cela en vaudrait la peine. Quel que soit le dernier projet du professeur, il mènerait à des publications, vitales pour un étudiant de 3e cycle. Vous deviez vous faire un nom et commencer à exister dans le monde universitaire avant la fin de vos études. Un jour, Andrew Ryan serait le prochain professeur Angus MacPherson. Andrew arriva au 3e étage du bâtiment, ses pas résonnèrent sur le sol en marbre du couloir vide. Il n'avait vu personne. Le concierge ouvrait habituellement vers 6h ou 6h30, mais même les secrétaires ne se montraient pas avant 8h. Le professeur et lui étaient probablement seuls ici. Il passa mentalement en revue les travaux de la semaine passée. Le cours de MacPherson sur les légendes chrétiennes moins connues avait inclus le récit de Bel et le dragon du livre de Daniel, un texte apocryphe présent dans le Codex Chisianus du Xe siècle, mais qui ne figurait dans le texte officiel d'aucune Bible protestante moderne. Le professeur MacPherson l'avait fait lire à sa classe dans le grec original de la Septante, ce qui donnait à Andrew une migraine presque aussi prononcée qu'après les 10 bières qu'il avait bu la veille. Il savait pertinemment que le professeur l'interrogerait juste après lui avoir dit bonjour. MacPherson était ainsi. Un grand Écossais rieur et bruyant, avec une barbe grisonnante et des cheveux négligés. Il pouvait sûrement engloutir plus d'alcool qu'Andrew, mais son énergie était entièrement consacrée à ses études. Il s'attendait à ce que ses étudiants de 3e cycle connaissent leur sujet et les récompenser ou les ignorer en conséquence. Andrew passa le texte en revue dans sa tête, se préparant à l'interrogation surprise qu'il allait subir dans quelques minutes. Le texte avait probablement été écrit pendant la période perse, lorsque la Terre Sainte était un satrape ou une province de l'Empire perse, de 539 avant J.C. jusqu'à sa conquête par Alexandre le Grand en 332 avant J.C. Selon le texte, Daniel vivait à la cour du roi Cyrus II et était son plus proche compagnon, même s'il était juif et que les Perses étaient païens. La première histoire racontait que Cyrus s'était emporté contre son ami Daniel, qui s'était moqué du culte de Bel, la principale divinité des Perses. Une idole se tenait dans le temple de Bel et recevait chaque soir des quantités considérables de nourriture et de vin. Le roi fit remarquer à Daniel que chaque nuit, il apposait un seau de cire sur la porte avec sa propre chevalière et que lorsque le seau était brisé le lendemain matin, tout avait été mangé. Lui et les prêtres clamaient que c'était la preuve que le dieu Bel était vivant. Les prêtres, jaloux de la position privilégiée de Daniel, avaient même proposé un marché, sceller le temple cette nuit-là comme d'habitude, et si la nourriture avait disparu le lendemain matin, Daniel serait mis à mort. Dans le cas contraire, les prêtres seraient tous mis à mort. Daniel avait accepté. Juste avant que le temple ne soit fermé pour la nuit, il avait saupoudré le sol d'une fine couche de cendres. La porte fut scellée et tout le monde alla se coucher. Le lendemain matin, le roi Cyrus brisa le seau et, ô surprise, les assiettes de nourriture étaient vides et il ne restait plus une seule goutte de vin dans les cruches. Le roi acclama son dieu, mais s'arrêta lorsque Daniel désigna le sol. La cendre était couverte d'empreintes de pieds, grandes et petites. Elles provenaient toutes d'une porte secrète dissimulée dans l'un des murs.
Ce qui s'était passé était évident. Les prêtres, leurs femmes et leurs enfants s'étaient faufilés dans la nuit, comme ils le faisaient chaque nuit, et avaient mangé le festin réservé aux dieux. Cyrus fit mettre à mort les prêtres et toute leur famille. Daniel demanda alors s'il pouvait détruire l'idole et son temple. Cyrus accepta, et bientôt un lieu de culte païen disparut en Perse. Le texte se poursuivait avec l'histoire de Daniel tuant un dragon que les Perses adoraient. Le peuple était indigné et menacé d'usurper le roi s'il ne livrait pas le juif. Une fois attrapé par la foule, il fut enfermé dans une fosse aux 7 lions où il resta miraculeusement indemne. Les bêtes sauvages ne voulaient pas faire de mal à un homme de Dieu. Heureusement, il n'avait pas à lire cette partie pour aujourd'hui. Il avait survolé une version en anglais pour ne pas être totalement ignorant. Le grec de la Septante était toujours un de ses points faibles. Avec un peu de chance, le professeur Macpherson ne s'attendrait pas à ce qu'il ait lu plus que ce qu'on lui avait demandé. Le bureau se trouvait juste devant, le dernier sur la droite et le seul dont la porte était ouverte et la lumière allumée. Andrew redressa les épaules, afficha ce qu'il espérait être un sourire professionnel et se présenta devant la porte ouverte. Il leva la main pour frapper, mais se figea. Le bureau semblait avoir été balayé par une tornade. Des papiers et des livres jonchèrent le sol. Tous les tiroirs du classeur étaient ouverts, leur contenu jeté sur le sol dans un amas de documents. Presque tous les volumes de l'étagère le long du mur avaient également été jetés au sol. Le professeur Angus Macpherson était affalé sur son bureau. Ses vêtements, le bureau et une grande partie du sol autour de lui étaient trempés d'un profond liquide écarlate. Son visage, la peau blanche, la bouche ouverte, étaient tournés vers la porte. Ses yeux vitreux ne virent pas son nouvel assistant se retourner et courir dans le couloir en criant à l'aide. Chapitre 1. Université de Georgetown, 19h45, le même jour. Remy Laurent passa à la diapositive suivante. Le public de l'amphithéâtre sombre resta silencieux, suspendu à chacune de ses paroles. Nous avons ici une autre représentation de l'Assomption de la Vierge Marie. Bien qu'elle ne soit pas aussi colorée ou aussi bien conservée que celle du célèbre tableau de Rubens, c'est un splendide exemple de la peinture d'église anglaise du XIVe siècle. Il s'agit de l'église de Sainte-Marie de la Vierge à Chalgrove, dans l'Oxfordshire, en Angleterre. C'est le dernier d'une série de tableaux présents dans l'église qui se déroule chronologiquement depuis l'arbre de Jessé, montrant la lignée de Jésus-Christ, jusqu'à la scène, sa trahison par Judas et la crucifixion. Elles occupent les murs nord et sud de l'église. Sur le mur à l'est, nous voyons d'un côté l'Assomption de Jésus et de l'autre l'Assomption de Marie. Cela met leur importance sur un pied d'égalité et montre à quel point le culte de Marie était devenu prédominant pendant le Haut Moyen-Âge. Les détails de cette peinture sont révélateurs et reflètent une histoire non biblique populaire de l'époque. On y voit la Vierge, les mains jointes en prière, flanquée d'anges qui la font voler vers le ciel. En dessous, debout sur un toit, se trouve un personnage masculin tenant une sangle ou une ceinture. L'auréole montre que c'est un saint. En réalité, il s'agit de saint Thomas. Thomas le sceptique de la Bible, qui doutait de la résurrection de Christ avant d'avoir touché ses plaies. Dans cette version de l'histoire, Marie est morte en présence de tous les saints, sauf Thomas qui était absent. Lorsqu'il revint, elle avait déjà été mise dans son tombeau. Thomas demanda à la voir. Le tombeau fut ouvert et l'on constata que son corps, comme celui de Jésus, avait disparu. Saint Thomas eut alors la vision de la Vierge montant au ciel. La Vierge laissa tomber sa ceinture comme preuve de la vision, et celle-ci devint une sainte relique. Ainsi Thomas, qui avait douté des miracles offerts par Jésus, fut finalement gratifié du dernier miracle de la Vierge Marie. Thomas le sceptique devint le témoin de la sainteté de la Mère de Dieu. Remy marqua une pause en regardant l'image. Bien qu'effacée par le temps, les silhouettes restaient nettes. Une représentation parfaite de l'individu sceptique qui avait reçu une preuve. Il y a 7 ans, quand tante Lily est morte. Oui, c'est ça. Elle avait essayé de se rappeler la dernière fois qu'elle avait assisté à une messe. Il y a 7 ans, et seulement parce que c'était une messe d'enterrement pour sa tante préférée. Cette prise de conscience lui procura un sentiment de culpabilité, mais plus que de la culpabilité, elle ressentit une autre émotion. De la nostalgie, c'était surprenant. Bien qu'elle n'ait jamais totalement perdu la foi, elle ne pensait pas que l'aspect religieux de sa vie lui manquerait. Cette partie d'elle-même avait été importante dans son enfance avant de s'estomper lentement à l'université et de disparaître dans sa vie d'adulte axée sur sa carrière. Un mouvement des sièges lui rappela qu'elle devait continuer à parler. C'était une conférence publique après tout. Ainsi nous bouclons la boucle, de l'Annonciation à l'Assomption de Marie, la vie d'une des figures cruciales de l'Église médiévale. Maintenant, si nous pouvons rallumer les lumières, je pense avoir le temps de répondre à quelques questions.
Lorsque les lumières s'allumèrent, elle regarda son public, tellement plus âgé que ce à quoi elle était habituée. Avant de rejoindre le FBI à plein temps, elle avait enseigné à des étudiants de l'université. À présent, avec ses conférences spéciales, il s'agissait surtout de membres du public d'âge moyen, ainsi que d'une poignée d'étudiants en maîtrise et de professeurs. Son ex-compagnon et chef du département d'histoire de Georgetown, Cyril Mullen, n'était pas parmi eux. Il n'avait assisté à aucune de ces conférences depuis leur rupture. Le doyen des arts et des sciences, Ronald Hines, avait quant à lui été présent à chaque fois. Hines avait toujours le sens de la publicité et gardait une chercheuse de renom, devenue agent du FBI, en tant que conférencière invitée était bénéfique pour l'université. Mais pas pour sa patience, comme allait le prouver la première question. Une main se leva au premier rang. Il s'agissait d'un homme maigre aux cheveux ébouriffés, aux chaussettes dépareillées et au vieux costume usé qui n'était déjà pas à la mode lorsqu'il l'avait acheté 20 ans plus tôt. Elle lui fit un signe. « Oui !» Remy se prépara. Elle savait ce qui allait se passer. Elle le savait rien qu'à son expression. Elle avait rencontré beaucoup trop de personnes comme ça dans sa carrière. Avez-vous rejoint le FBI afin que le gouvernement vous aide dans la chasse aux cryptex ? Il y eut plusieurs grognements et rires étouffés dans la foule et autant de regards intéressés. Mes études universitaires ont été reléguées au second plan par rapport à mes fonctions dans les forces de l'ordre. Enfin, en quelque sorte. Mais qu'en est-il du rapport d'une bagarre dans les catacombes de Rome entre un gang de prêtres et un homme et une femme dont la description correspond à la vôtre et à celle de votre coéquipier ? Je n'étais pas au courant d'un tel rapport. Qui diable avait signalé ça ? Remy esquissa un sourire qui n'avait pas l'air très convaincant. Mais je peux vous assurer qu'en tant que catholique pratiquante, je n'ai pas l'habitude de me bagarrer avec les membres du clergé dans les catacombes de Rome, ni nulle part ailleurs. Encore des gloussements. Cette fois, personne ne chercha à les réprimer. L'homme rougit un peu, mais continua. Remy avait l'impression que l'on se moquait souvent de lui et qu'il s'y était habitué. Avec tout le respect que je vous dois, professeur Laurent, il me semble étrange qu'une chercheuse estimée comme vous soit engagée par une agence fédérale alors que vous n'êtes pas citoyenne américaine. Eh bien, la Statue de la Liberté vient aussi de France. Pourtant, elle a fait de l'Amérique son foyer. Cette remarque fut applaudie. Rien ne marche mieux sur un public américain qu'une démonstration de patriotisme. Remy en profita pour chercher un autre spectateur à interroger. Le doyen la sauva avec une question en rapport avec le sujet de sa conférence. Elle y répondit, puis passa à 3 autres personnes qui semblaient sans danger, un étudiant de 3e cycle qu'elle connaissait, un professeur d'une autre université qu'elle avait vaguement reconnu, et une vieille dame qui venait à toutes ses conférences et qui s'enthousiasmait pour la beauté de l'art. Remy répondit à ces questions facilement. « C'est tout le temps que nous avons pour ce soir. Je vous remercie tous d'être venus. » La main du marginal se leva à nouveau. Le doyen monta sur scène en 2 secondes chrono. Il avait probablement vu cette main se lever aussi. Un merveilleux exposé comme d'habitude, professeur Laurent. La prochaine conférence de cette série spéciale aura lieu à 19h, ici même, dans cet amphithéâtre, où la professeure Laurent parlera du symbolisme des ivoires ottoniens des Xe et XIe siècles. Une nouvelle salve d'applaudissements. « Les ivoires ottoniens !» s'exclama la vieille femme. « Mon sujet préféré !» Remy sentit son cœur exploser. Bien qu'elle soit agent du FBI en formation, elle aimait enseigner et elle adorait toujours les études médiévales. Mais comme elle l'avait dit à ce spectateur, ses recherches avaient été reléguées au second plan par sa nouvelle carrière dans les forces de l'ordre. Jusqu'à un certain point. C'était une partie de la vérité. Le reste était une pure invention. Elle était toujours sur la piste du cryptex, parcourant une série d'indices, le plus récent étant cette étrange amulette qu'elle et Daniel avaient trouvée dans les catacombes. Mon Dieu, comment cet homme avait-il entendu parler de cet incident ? Apparemment, il avait été publié quelque part. Très probablement sur un site internet ou un forum complotiste. Elle devait vérifier. Le doyen descendit de l'estrade avec elle. « Éloignez-moi de ce fanatique, s'il vous plaît », chuchota-t-elle. Volontiers. Le doyen était un vrai gentleman. Il n'aimait pas qu'un universitaire soit harcelé. De plus, les marginaux comme lui donnaient une mauvaise image des conférences. L'homme au vieux costume se dirigeait vers elle comme un avion de chasse dans un de ces vieux films de guerre que son père regardait. Le doyen lui barra le chemin et appela un professeur obèse aux cheveux blancs. « Bob, je suis heureux que vous ayez pu venir. Professeur Laurent, connaissez-vous Bob Parson, professeur émérite ? » « Ravi de vous rencontrer, » dit Remy. « Vous ou n'importe qui d'autre que ce type. »« Un exposé admirable, professeur, » félicita le vieil homme en lui serrant faiblement la main. « Je me demande si vous avez visité les sites byzantins de Moréa. Des mosaïques fascinantes montrent... » Remy se laissa entraîner dans une conversation sur l'iconographie religieuse byzantine tardive,
ne prêtant qu'à moitié attention aux vieux professeurs et à la foule qui les encerclait. Le fanatique se tenait en marge, comme il l'avait probablement toujours fait, frustré de ne pas pouvoir faire partie des discussions. Mais Rémi ne pensait même pas à lui. Son esprit bouillonnait. Si la source qu'il avait mentionnée avait dit qu'un couple correspondant à leur description avait été vu dans les catacombes, cela signifiait que quelqu'un était à leur recherche. Rémi avait longtemps fait l'objet d'un certain culte parmi les conspirationnistes et les fous d'histoire alternatives. Après avoir publié plusieurs livres et articles sur le cryptex et d'autres mystères médiévaux, c'était inévitable. Mais elle n'avait jamais vu personne écrire sur ses mouvements à elle. Ça lui donnait l'impression d'être un ovni. Devrait-elle parler à cet homme ? Non, cela ne ferait que mener à une conversation gênante à la vue de cette foule. Il était préférable de faire une sortie rapide et de chercher plus tard. C'est un sujet fascinant, professeur Parson, et j'attends avec impatience votre publication. Rémi lui serra la main. D'après l'expression confuse sur son visage, ce cher vieux professeur Parson n'avait pas mentionné de publication à venir. « Bonne nuit, tout le monde !» s'exclama-t-elle en se frayant un chemin dans la foule. « Merci beaucoup d'être venu. » Quelques personnes lui posèrent des questions. Rémi sourit, leur fit signe et les ignora poliment. Le fanatique tenta de la suivre, mais fut englouti par la foule. Rémi disparut dans le couloir. Elle prit le premier tournant et se mit à courir à toute allure. À part l'amphithéâtre et le hall d'entrée, le bâtiment de l'université était sombre et vide. Jetant un coup d'œil par-dessus son épaule pour s'assurer que personne ne la suivait, elle entra dans une salle de classe et ferma la porte derrière elle. Les stores vénitiens étaient embaissés et seule une petite lumière filtrait pour éclairer faiblement le tableau noir, le pupitre et les rangées de sièges vides. Quelques posters sur le mur du fond ressemblaient à une rangée de silhouettes ombragées et une bosse blanche au milieu de la pièce devait être un tissu drapé sur un projecteur. Cette salle vide, avec son ambiance fantomatique, l'aurait terrifiée lorsqu'elle était enfant. Cependant, peu de choses l'effrayaient ces jours-ci. Elle en avait trop vu. Beaucoup de sujets l'inquiétaient, et en ce moment, le plus préoccupant était ce que cet homme avait mentionné lors de la conférence. Rémi prit son téléphone. Elle ne mit pas longtemps à trouver. Il lui avait suffi de rechercher les mentions de son propre nom la semaine précédente. L'article était sur un site web appelé Sagesse occulte, Mystère sacré, un site qu'elle avait déjà vu auparavant. Le forum avait une page entière dédiée pour le cryptex. Ce qui était nouveau, c'était le premier article de la section intitulée « La professeure Laurent et l'agent Daniel Walker du FBI combattent la police secrète du Vatican dans les catacombes de Rome ». Il était signé par l'enquêteur 313. Elle le lut. Dans une prose haletante avec beaucoup de points d'exclamation, l'enquêteur 313 racontait comment un groupe de la police secrète du Vatican avait été aperçu en train de pénétrer dans les catacombes de Saint-Marc sous la voie Appienne, juste à l'extérieur de Rome. Ils avaient rejoint un groupe de touristes et étaient accompagnés par Daniel et Rémi. Les deux parties semblaient s'entendre avant de se battre au corps à corps. Quelqu'un avait éteint les lumières et le temps que la guide touristique les rallume, Rémi, Daniel et les prêtres avaient tous disparu. Les bruits de poursuite et de combat résonnaient dans les couloirs étroits des catacombes. Malgré tous ses efforts, l'enquêteur 313 fut incapable de les rattraper. Il a même été brièvement détenu par la police italienne. Il a été relâché après avoir déclaré avoir paniqué lorsque les lumières s'étaient éteintes et s'être séparé du groupe de touristes. L'enquêteur 313 poursuivra ses efforts acharnés pour faire toute la lumière sur le mystère du cryptex et sur l'implication apparente du gouvernement fédéral et du Vatican. Cet incident signifie-t-il que les États-Unis et le Vatican sont maintenant engagés dans une guerre spirituelle ? Il était présent lors de la visite. Il nous suivait. L'incident mentionné par l'enquêteur 313, un conspirationniste, qui pensait manifestement être si important qu'il devait se référer à lui-même à la troisième personne, s'était produit quelques mois auparavant, lors d'une rare période de repos entre deux affaires. L'affaire précédente les avait conduits en Égypte et en Éthiopie. Après avoir échappé de justesse à la guerre civile éthiopienne, ils étaient revenus en Égypte, où le dernier indice sur le cryptex les avait conduits au monastère copte médiéval de Saint-Pichois, dans le désert de Wadi Natroun. L'indice se trouvait dans les fresques du début du Moyen-Âge dans la salle de culte principale. Elle montrait le Christ, vêtu dans le style romain tardif et à la peau sombre d'un Égyptien, tendant la main pour bénir une Bible tenue par un jeune homme. À côté, une petite ville stylisée surmontée du mot copte pour Rome. Sous la ville se trouvait un lion ailé, symbole de Saint Marc, l'un des 4 saints de l'Évangile et fondateur de l'Église copte. À côté de cette figure se situait un autel sur lequel étaient disposés des cierges et les objets nécessaires à la communion. Le détail qui avait le plus attiré l'attention de Rémi était une ligne entre la ville, Saint-Marc et l'autel.
De l'herbe y poussait, signifiant le sol. Le sol n'était presque jamais peint dans l'art chrétien primitif. Les silhouettes flottaient. Elle avait compris que son inclusion avait une signification particulière, quelque chose que l'artiste voulait mettre en valeur. Remy avait dû le regarder pendant plusieurs semaines avant que cette signification ne lui apparaisse. Saint-Marc sous Rome. Les catacombes de Saint-Marc juste à l'extérieur de Rome. Remy avait donc convaincu Daniel de partir avec elle en Italie pour des vacances de travail. Elle l'avait récompensé par un régime constant de pizza et de gelato, et il l'avait récompensé en l'aidant à échapper au père de Sanctis de la Société des étudiants pieux, ainsi qu'à ses assistants baraqués, et à trouver le prochain indice du cryptex. Cet indice avait été caché dans un compartiment secret d'une niche funéraire à l'intérieur d'une chapelle souterraine décorée. Il s'agissait d'un médaillon circulaire en laiton de 5 cm de diamètre. La face arrière était plate et vierge. Le recto était légèrement convexe et inscrit d'étranges lignes sinueuses qui ne ressemblaient à aucun style d'art qu'elle ait jamais vu. Une petite bosse en relief au centre n'était pas ornée, bien que toutes les lignes s'y terminent. Le hasard avait voulu qu'il tombe sur le dessin d'un médaillon similaire lors d'une enquête en Allemagne. Son propriétaire avait découvert que le médaillon était une carte, les lignes étant des rivières provenant d'une montagne des Alpes bavaroises. Daniel et elle avaient supposé que le médaillon montrait aussi une montagne et des rivières. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas eu la chance de localiser lesquelles. Heureusement, rien de tout cela ne figurait dans l'article les concernant. Pourtant, l'inspecteur 313, qui qu'il soit, avait fait suffisamment de recherches pour découvrir qui était son coéquipier, découvrir qu'il prenait l'avion pour l'Italie et les suivre là-bas. Alors, qui était cette personne ? Certainement pas un membre de la Société des étudiants pieux. Il travaillait dans le secret. Et ce ne serait pas quelqu'un de l'ordre de Saint-Adrien de Nicomédie, une organisation encore plus obscure qui avait juré de protéger le cryptex et ses secrets. Il les avait rencontrés lors de la première affaire de Remy, mais n'avait plus entendu parler d'eux depuis. Du moins, pas à leur connaissance. Elle devait découvrir qui était cette personne. Espionner et suivre 2 agents du FBI, même en vacances, devait être illégal. S'ils pouvaient le trouver, ils pourraient faire venir l'inspecteur 313 et le faire parler. Son téléphone s'alluma, la faisant sursauter dans la pièce sombre. Daniel l'appelait. Elle ressentit une bouffée de chaleur, suivie immédiatement d'un tremblement de peur. Ils n'avaient pas parlé depuis 2 semaines. Pas depuis cette conversation où ils en avaient trop dit et pas assez. Ils étaient tous les deux en congé pour se remettre de la dernière affaire. L'administration du FBI n'avait pas réalisé que ce n'était pas de l'enquête dont ils avaient besoin de se remettre. Elle décrocha. « Allô ? Salut Remy, tu as une minute ?» La voix de Daniel était sèche et professionnelle, comme s'il appelait une collègue dans un autre état avec laquelle il n'avait jamais travaillé. « Bien sûr », dit Remy en jetant un coup d'œil à la porte. Elle baissa le ton et se dirigea vers l'autre côté de la pièce. Elle se cogna la hanche contre l'une des chaises et siffla de douleur. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Daniel. « Je me suis cognée, je me cache d'un conspirationniste. » D'habitude, cela aurait suscité un rire et une taquinerie. Pas cette fois. « Oh, eh bien, sème-le et rejoins-moi au quartier général. Nous avons une affaire. 2 meurtres. J'arrive tout de suite. Et Remy, je suis désolée, mais j'ai déjà fait quelques recherches et... Tu connais au moins une des victimes. » Chapitre 2. Quelques heures plus tard, peu après minuit, leur avion atterrit à Boston. Daniel avait raison. Remy connaissait le professeur Angus Macpherson. Il était l'une des principales autorités sur le symbolisme chrétien. Ils avaient discuté histoire lors d'innombrables conférences au fil des ans, parlant souvent jusqu'à tard dans la nuit, elle avec un verre de vin, lui avec un verre ou plus de scotch single malt. Extraverti et brillant, il était difficile de ne pas aimer Angus. Ils avaient même écrit ensemble un article sur le symbolisme marial quelques années auparavant. C'était un de ses collègues qui rendait une carrière universitaire agréable, pas réellement un ami, mais plus qu'une connaissance, un compagnon de route dans le monde de la recherche. Découvrir qu'il avait été assassiné était impensable, mais elle ne s'était pas encore décidée à regarder les photos de la scène du crime. L'autre victime lui était inconnue. Oliver Ruggles était lui aussi originaire du Royaume-Uni, mais il avait une carte verte grâce à son épouse américaine. Il enseignait dans une université publique du nord de l'État de New York. L'unité nationale de surveillance de la criminalité du FBI avait été alertée par le fait que les 2 hommes soient assassinés la même semaine, qu'ils enseignent tous 2 l'histoire médiévale, qu'ils viennent tous 2 du Royaume-Uni et qu'ils aient été tués avec une épée. Une épée ? Quel genre de maniaque attaque des universitaires avec une épée ? Elle n'avait pas eu le temps de se plonger dans le dossier de Ruggles. Elle essayait encore de digérer la mort d'Angus.
Sa femme était décédée quelques années auparavant, d'un cancer. Angus n'en avait jamais réellement parlé. Elle savait qu'il était dévoué à ses 2 enfants maintenant adultes, un fils et une fille, qu'il rejoignait régulièrement en Écosse. Remy supposait qu'ils avaient déjà été prévenus. Bien qu'elle ne les ait jamais rencontrés, elle les contacterait bientôt pour leur présenter ses condoléances. D'abord, elle devait rendre justice. Son choc et son chagrin n'étaient pas aidés par l'embarras de la situation avec son coéquipier. Alors qu'il était censé se remettre avec son ex-femme, il était venu à son appartement 2 semaines plus tôt et lui avait fait part de ses sentiments pour elle, affirmant qu'il était tombé amoureux. Il n'avait pas utilisé ce mot, mais ça se lisait sur son visage. Cette déclaration l'avait enchantée et effrayée. Non pas que ce soit totalement inattendu. Elle ressentait de petits frissons en sa compagnie depuis un certain temps déjà, mais les avait compartimentés. Ils travaillaient ensemble et Daniel avait déjà quelqu'un. Néanmoins, elle n'avait pas pu s'empêcher de remarquer la façon dont il la regardait parfois, et puis il était venu confirmer tous ses sentiments en disant qu'il n'allait plus essayer avec Véronica et que leur relation était définitivement terminée. Elle avait hésité à répondre, à expliquer qu'elle ressentait la même chose. Il l'avait prise au dépourvu et elle se sentait coupable d'avoir pu jouer un rôle dans la dissolution finale de son mariage. Ils n'en avaient pas parlé depuis. À vrai dire, ils ne s'étaient pas revus. Ils avaient eu des vacances grâce aux circonstances difficiles de leur dernière affaire et ils étaient restés loin l'un de l'autre. Et maintenant, elle était assise à côté de lui sur un vol American Airlines exigu, confrontée au fait de devoir résoudre un meurtre à ses côtés. Le professionnalisme avant tout, se rappela-t-elle. Tu le dois à Angus et à cet autre professeur. Dès qu'ils montèrent dans une voiture de location en direction du campus de l'université de Boston, Remy utilisa son téléphone pour se renseigner sur Oliver Ruggles. Remy découvrit rapidement qu'elle n'avait jamais entendu parler de lui parce qu'il n'avait pas fait grande impression sur la communauté universitaire. Il avait obtenu un doctorat en histoire à l'université de Birmingham, qui n'avait pas l'un des meilleurs programmes du pays, et avait enseigné dans diverses petites institutions avant de se retrouver à Oxford Brookes. Oxford Brookes, bien que située dans la même ville, était entièrement distincte de sa prestigieuse voisine. C'était une petite université avec de bons programmes en architecture et en droit, mais elle n'était pas connue pour autre chose, et certainement pas pour son département d'histoire. Le meilleur programme dans ce domaine se trouvait juste en bas de la rue, à l'université d'Oxford. Si proche et pourtant si loin. Cela semblait refléter la carrière de Ruggles. Il n'avait publié que quelques articles, tous dans des revues de second plan, et aucun livre. Il n'avait même pas de site web. Son parcours ne s'était pas amélioré lorsqu'il avait déménagé aux États-Unis. Il enseignait l'histoire à l'université publique Tompkins Cortland, dans l'État de New York. Remy n'avait jamais entendu parler de Cortland, ni même de la branche beaucoup plus importante de l'université d'État de New York dans la même ville. Oliver Ruggles était l'un de ces universitaires voués à l'obscurité. Il était triste que sa vie ait été écourtée. Maintenant, il n'aurait jamais la chance de faire ses preuves. Remy s'installa pour regarder la liste de ses publications et vit immédiatement une tendance. Il s'était consacré presque exclusivement aux écrits de Sir Thomas Malory, célèbre pour avoir publié Le Morte d'Arthur, qui rassemblait de nombreuses histoires anciennes du roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde. Il avait également écrit quelques articles sur la légende du Graal et le Mabinogion, un recueil de récits mythologiques compilé au pays de Galles au XIIe siècle. Voilà de quoi éveiller sa curiosité. De nombreux chercheurs pensaient que le Mabinogion conservait des légendes celtiques pré-chrétiennes qui avaient servi de base à la légende du Graal. Il avait écrit sur le Graal. Cela l'aurait rendu à la fois populaire et un peu douteux aux yeux des académiciens conservateurs. Remy, avec ses recherches sur le cryptex, en savait quelque chose. Elle avait réussi à surmonter le scepticisme par Ruggles. Elle approfondit son enquête, essayant de trouver son nom sur des forums qui parlaient de théories du complot, de religion New Age et de néopaganisme. Rien. S'il avait écrit pour les communautés marginales, il avait utilisé un alias. « Tu as trouvé du nouveau ?» demanda Daniel en gardant les yeux sur l'autoroute presque vide. Il était maintenant plus d'1h du matin. Ruggles n'était pas réellement un universitaire. Il semblait surtout avoir fait des recherches sur le roi Arthur et la légende du Graal. Daniel jura dans sa barbe. Lorsque Remy jeta un coup d'œil vers lui, elle le vit serrer le volant si fort que le blanc de ses articulations était visible dans la lumière de la rue. « Qu'y a-t-il » ?« Rien, marmonna-t-il. Pendant un instant, elle pensa que quelqu'un leur avait coupé la route ou avait commis une autre infraction stupide, mais elle ne vit personne à proximité. Puis elle réalisa que c'était une autre des étranges sautes d'humeur de Daniel. Il s'énervait et se mettait en colère pour des raisons très diverses. Lors de leur première affaire ensemble,
Il avait marmonné détester les vitraux. Pourquoi diable quelqu'un détesterait-il les vitraux? As-tu déjà lu des textes sur le Saint Graal et le roi Arthur? Ouais, grogna-t-il. Remy recula. Elle n'avait jamais compris ses sautes d'humeur et ce n'était pas le moment de poser des questions. Elle chercha quelque chose à ajouter. Quoi qu'il en soit, je ne vois pas beaucoup de liens avec Angus Macpherson, à part une similitude générale dans leur période d'études et leur mise à mort. La voix de Remy se brisa sur ces derniers mots. Daniel se racla la gorge. « Je suis désolé pour ton ami, » dit-il avec un effort visible. « Vous étiez proche ?»« Collègue. Je suppose que je l'aurais appelé un ami, mais les Américains utilisent ce terme plus librement que les Européens. Nous étions certainement en bons termes et nous avions une relation professionnelle fructueuse depuis, plus de 10 ans maintenant. Ah ça! Connais-tu quelqu'un qui lui aurait souhaité du mal? Angus? Mon Dieu, non, c'était un homme bien. Aucun scandale avec des étudiantes ou quoi que ce soit de ce genre. En réalité, les étudiantes que je connaissais le voulaient toutes comme conseiller parce qu'il ne leur faisait jamais d'avance et ne les reluquait pas. Ce genre de comportement n'est que trop commun dans le milieu universitaire. Il aimait tous ces trucs. Ces trucs? Daniel leva une main impatiente. Arthur, le Saint Graal, ce genre de trucs. Pas que je sache. Bien sûr, il enseignait ces sujets. Tous les professeurs d'histoire médiévale le font. Un lien entre les deux, se connaissait-il? Pas que je sache. Je ne voyais Angus qu'une fois ou deux par an, lors de conférences, et nous échangions des emails une fois par mois environ. J'ai peur de ne pas savoir tout ce qu'il faisait. Eh bien, une fois que nous serons dans son bureau, peut-être verras-tu quelque chose qui m'échappe. Ils tombèrent dans le silence, et ce n'était pas un silence confortable. Remy se sentit presque soulagé quand ils arrivèrent au campus. Un appel à la sécurité les mena sur le parking du département d'histoire, où 2 agents de sécurité et un membre du commissariat de Boston les attendirent. Le policier était un jeune homme, presque aussi large que grand. Il avait l'air de faire partie d'une équipe de football universitaire. Il assura la conversation tandis que les 2 agents de sécurité, l'air nerveux, restaient en retrait. Ce devait être la première fois qu'ils étaient confrontés à un meurtre. Pour elle, c'était devenu une expérience bien trop banale. « Content que vous ayez pu venir, » dit le policier. « Nous aurions besoin d'une aide extérieure sur cette affaire. La victime n'avait pas d'ennemis connus et il n'y a pas de témoins. Le bureau a été saccagé, donc nous pensons que le mobile est le vol. » Le policier lui remit un dossier. Le cœur de Remy commença à battre la chamade dans sa poitrine. Ce serait le rapport préliminaire de l'équipe scientifique. Il contiendrait des photos d'Angus et les premières photos de la scène de crime envoyée au FBI qu'elle n'avait pas regardées. Mais elle savait qu'elle devrait éventuellement les consulter. « Allons-y », dit Daniel en le prenant. Ils marchèrent jusqu'au bâtiment de briques orné de pignons. La bouche de Remy devint sèche et elle dut s'empêcher de trembler. Un ruban jaune de police bloquait l'entrée et un agent de sécurité était en poste. À cette heure-ci, personne d'autre n'était en vue. Le campus était silencieux. Les lumières du rez-de-chaussée ainsi que celles d'une pièce isolée 2 étages plus haut étaient allumées. Ce doit être le bureau d'Angus. Ils passèrent sous le ruban et pénétrèrent dans un grand hall d'entrée. Selon nos informations, la dernière personne à avoir vu la victime vivante est le concierge de nuit qui a nettoyé et fermé le bâtiment à 8 heures hier soir. Il dit que le professeur Macpherson était seul dans le bâtiment à ce moment-là. Les 2 se sont dit bonne nuit et Macpherson a promis de fermer la porte d'entrée en partant. Apparemment, il n'était pas inhabituel pour la victime de travailler tard. Le concierge du matin a ouvert le bâtiment à 6 heures, mais n'est pas monté. Le corps a été découvert par Ryan Andrews, un étudiant de Macpherson, 1 heure plus tard. « J'aimerais lui parler, » dit Remy. Il m'a demandé de le contacter à tout moment. Il a aussi demandé si le FBI allait être impliqué dans cette affaire. Remy se tourna vers lui, surprise. « Vraiment ? » ?»« Oui, » dit le policier en la regardant avec curiosité. « Il vous a désigné par votre nom. » Chapitre 3. Lorsque le policier prononça ces mots, Daniel regarda immédiatement Remy. Elle semblait aussi surprise que lui. Elle devient trop célèbre. Remy lui avait envoyé l'article de l'inspecteur 313. Tôt ou tard, quelqu'un au FBI allait tomber dessus et il y aurait des comptes à rendre. « Comment a-t-il su que je travaillais pour le FBI ?» demanda-t-elle. Le flic haussa les épaules. « Pas sûr, il vous le dira lui-même. Il vit juste à côté du campus et sera là dans 1 minute. Allons à l'étage. » Daniel examina les alentours. Il y avait beaucoup de salles de classe et de bureaux. Plein d'endroits où se planquer. Si le professeur était connu pour travailler tard le soir, quelqu'un aurait pu facilement se cacher ici et attendre que le bâtiment ferme. Bien sûr, il aurait dû éviter le concierge pendant sa ronde de nettoyage.
Daniel s'arrêta devant un plan d'évacuation incendie sur le palier du premier étage. Il offrait un schéma simplifié du bâtiment. Comme il le pensait, il y avait 2 escaliers latéraux en plus de l'escalier principal central. C'était courant dans les grands et vieux bâtiments comme celui-ci. N'importe qui aurait pu se faufiler autour d'un concierge seul et ne pas être remarqué, surtout s'il était familier avec le bâtiment et les habitudes des gens. Un étudiant? Un membre de la faculté? Mais il y avait aussi eu le meurtre de Ruggles 2 jours avant, dans un autre état. Si le meurtrier était lié à l'une ou l'autre des universités, son absence aurait été remarquée. Un point important à vérifier. Alors qu'il montait la dernière volée de marche, il jeta un regard en coin à Remy. Le voyage jusqu'ici avait été tendu, et s'il n'avait pas découvert un lien entre elle et Macpherson, il aurait été tenté de faire cavalier seul. Tenté, mais en réalité, il en aurait été incapable. Remy était sa coéquipière, une stagiaire de terrain dont il était responsable. Il ne pouvait pas simplement la laisser derrière lui juste parce qu'il avait merdé et lui avait avoué ses sentiments. Quelle idée stupide! Elle venait juste de rompre, et lui en bon agent expérimenté essayait de lui faire la cour. Imbécile. Totalement débile. Mais elle avait montré un certain intérêt. Peut-être qu'il n'aurait pas dû s'excuser et s'enfuir. Peut-être qu'elle aurait... Eh bien, c'était trop tard maintenant. Le moment était passé, et ils étaient sur une affaire dont l'une des victimes était une connaissance de Remy. Il allait être un foutu professionnel et se concentrer sur l'affaire. Une fois l'enquête terminée, il demanderait une nouvelle affectation. Ce serait mieux pour tous les deux. Plus simple. Ils atteignirent l'étage supérieur. Le couloir était éclairé, mais toutes les pièces étaient plongées dans l'obscurité, sauf celle au bout d'un long couloir où leur pas résonnait. Ce bureau était éclairé et du ruban de police bloquait l'accès. « Ça va aller ?» demanda Daniel. Remy hocha brièvement la tête. Elle n'avait pas l'air d'aller bien. Sans réfléchir, Daniel leva la main pour la poser de manière rassurante sur son épaule. « Seigneur !» Il se retint au dernier moment, faisant mine de se gratter l'oreille. Remy tourna un peu la tête vers lui, puis se mit rapidement de face. « Mince, elle a remarqué. A-t-elle cru que tu allais la toucher ? Concentre-toi, abruti. 2 hommes ont été assassinés. C'est plus important que tes doutes. » Ils arrivèrent devant la scène du crime. Remy prit une grande inspiration. Le bureau était en désordre. Des livres et des papiers jonchaient le sol. Le tueur avait saccagé l'endroit, cherchant manifestement quelque chose que le professeur ne voulait pas, ou ne pouvait pas, lui remettre. Il était mort pour cette raison. Une énorme tache de sang maculait le bureau, les papiers et livres. Une silhouette en ruban adhésif blanc montrait où le corps avait été retrouvé. Daniel ouvrit le rapport préliminaire, le tenant éloigné de Remy. Il contenait des photos d'un homme corpulent affalé sur le bureau, une large plaie dans le dos. Quand il vérifia le rapport, il découvrit ce qu'il ne pouvait pas voir sur les images. La victime avait été poignardée à l'avant avec une lame assez longue pour traverser le corps. La lame devait faire au moins 45 cm, vu la taille du type. Peu de couteaux étaient aussi longs. La blessure était assez large aussi, ce qui correspondait à une épée. Il avait été surpris par le rapport initial envoyé au FBI. Pourtant, maintenant qu'il voyait un compte rendu plus détaillé, il devait se rendre à l'évidence. Un cinglé tuait des professeurs d'université avec une épée. « Pas de caméra de sécurité ?» demanda-t-il sans lever les yeux du rapport. Il n'en avait pas... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.